Aujourd'hui, on n'est même pas après le sport, on est après un colloque. Je suis vannée, c'est encore plus que du sport, mais on continue. Je viens juste de finir le roman que je voulais finir il y a 2 semaines. Avant de parler du roman, je sais pas, on va faire un petit genre d'unboxing. J'ai eu la chance d'aller à Caen, et Caen apparemment c'est la ville où il y a le plus de bouquinistes par habitant, ce qui doit faire beaucoup de bouquins par habitant. Et j'ai ramené de la science-fiction. Il y a, pas loin du centre-ville, une boutique qui s'appelle Le Coin du Polar et le Monsieur est gentil. Et moi je suis rentrée, je dit bonjour, est-ce que vous avez du féminisme? Boum. On les montre rapidement. Et donc j'en ai lu aucun évidemment. La nuit du jugement, Catherine Moore. Un Elisabeth von Aberg de Présence du futur, Le silence de la cité. Connie Willis, Conseil du bouquiniste, Les veilleurs du feu. Nancy Kress, Les hommes dénaturés. Ça a l'air ultra drôle. Un poil misandre. Mais à mon avis, c'est parodiquement misandre. Kate Wilhelm, ça j'en ai déjà lu une nouvelle, je l'avais pas fini. Si, j'en ai fini une, mais pas une deuxième. Le temps des jeunes verriers. Je sais pas si c'est vraiment féministe là, ça a l'air d'être plutôt côté climatique. Lisa Tuttle, je crois que je l'ai déjà, mais j'aime tellement Tuttle que. Hop là, j'ai failli les faire tomber. Que si je l'ai déjà. Ah ben je le filerai à une copine. Bon, ben ça c'était donc ce dont je ne vais pas parler puisque je ne l'ai pas lu, mais les piles à lire, c'est quelque chose. Aujourd'hui, je vais parler de Joyce Carol Oates. Oates. Moi, je suis plutôt Oates. Confession d'un gang de filles. Moi, j'ai l'édition. Livre de poche. 8,20 quand même, hein, pour du poche. Mais il faut dire qu'il est un peu épais. Bon, mais il est épais, il fait 400 pages, hein, 400, presque 500. Mais pas, je crois qu'on n'atteint pas les 500, hein. 459 épilogues. De quand ça date? Alors c'est une première édition stock. Joyce Carol Oates, je vais en dire quelques mots, mais d'abord celui-ci. Bon, je pense qu'il est années 90, hein. 93. Elle est pas mauvaise en grain de lettres. Je savais pas, et donc 95, 2008, 2013 pour la traduction française. Titre original Foxfire Confession of a Girl Gang, Dewton, 1993. Alors, In Memoriam, Marilyn, Rose, Anne, Jane, Marianne, Goldie, Beatrice. Donc ça, on ne sait pas trop pourquoi, pour qui. Je cherche le nom du traducteur. Le traducteur est une traductrice. Traduit de l'anglais États-Unis par Michelle Lévy-Bram. Donc c'est le livre de poche qui va avec stock. J'ai vraiment bien aimé, on va essayer d'en parler et expliquer pourquoi. Je trouve que la couverture poche est plus jolie que la couverture brochée. C'est quand même moins cher en plus, donc ça tombe bien. Pourquoi lui? Pourquoi il est arrivé? Bon, je voulais en lire. Joyce Carol Oates, donc c'est le moment où j'en parle. Je l'ai lu il y a très longtemps. Ou plutôt, j'en ai lu. Je sais que j'en ai lu plusieurs, vraiment ado et même peut-être pré-ado. Parce que j'ai lu Blonde, dont on parle pas mal en ce moment, parce qu'il y a eu une mini-série et il y a un film. Là, en ce moment sur les écrans, hein, si j'ai bien compris. Je n'ai pas dit lesquels, je n'ai pas dit l'étoile. Et Blonde, c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup marqué. Et je partais plutôt pour le relire, mais bon, avec l'annonce, il n'y avait plus de volume. Et en fait, c'est pas mal d'en avoir lu un autre. Ça m'a aussi été vraiment conseillé par des amis comme mon amie Marion, c'est Marion. Et notamment celui-là. Ma mère en a lu pas mal et je pense que c'est elle qui me l'a fait lire. Blonde, je me souviens que je l'avais trouvé dans la médiathèque où j'allais quand j'étais gamine. De notre ville, quoi. Au rayon jeunesse, ce qui en fait me paraît super bizarre parce que c'était même pas au rayon adolescence. Et donc je l'ai lu tôt parce que j'ai arrêté de fréquenter le rayon jeunesse pour le rayon ado et adulte à 12 ans. Je crois que c'était 12 ans. Mais c'était assez tôt, donc je l'ai lu avant. Honnêtement, c'était beaucoup trop tôt pour un roman comme ça. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors moi, c'est une époque où en fait je lisais des biographies d'actrices. Ça paraît peut-être idiot comme ça, mais j'avais lu donc une autre biographie de Marilyn Monroe, sur Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, enfin c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'aime toujours lire des biographies, hein. Je lis pas beaucoup de livres sur le cinéma, mais c'est un truc qui me plaît toujours pas mal, j'en avais même fait une vidéo à un moment. Donc voilà, c'est comme ça que je suis tombée sur Blonde et ça m'a énormément marqué. Bon, évidemment, alors là, il va y avoir du trigger warning. Les violences sexuelles dans Blonde m'ont beaucoup marqué parce que j'avais l'âge.
auquel, enfin l'âge qu'a Norma Jane Baker au moment où ces violences lui arrivent. Et donc il y a eu une identification assez forte à ça. Pas seulement avec ce livre-là, mais ça a aussi été le cas avec Blonde. Donc j'avais envie, parce que c'est marrant comment Joyce Carol Oates, c'est une autrice donc, que j'ai lue, vraiment aimée. Et en fait, comme je l'ai lu tôt, dans ma tête, c'était un genre de littérature jeunesse, je n'avais plus trouvé mon compte. Alors que concrètement, j'ai lu un livre qui est clairement pour adultes, qui était en fait mal rangé, qui m'a donc beaucoup plu, et qui... Enfin, il y a un truc comme ça, j'y ai plus pensé. Il y a plein d'autrices comme ça, auxquelles, même aussi des auteurs, hein, que j'ai beaucoup aimé à un moment, et que j'aime toujours beaucoup, et puis en fait, parce que quand on relit, on a des désamours, mais parfois, on a de nouvelles amours aussi. C'est ça qui est beau dans la relecture. Bon, lui, je l'avais pas lu, donc c'est une découverte récente. Alors, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça fait? Alors, il y a deux choses qui sont importantes dans le titre, c'est gang de filles, et l'autre, c'est confession. On va commencer par un peu le résumé avec ce gang de filles, et après, ça, évidemment, pour le coup, c'est un titre qui est... On se rappelle Gérard Genette, Seuil, c'est un titre qui est donc thématico-rématique, c'est-à-dire aussi thématico-rématique. Thématique, le thème, c'est ce dont on parle, le gang de filles. Et le rème, c'est la forme, ça va être par exemple quand un recueil de poèmes s'appelle poème, ou poésie, ou sonnet. Donc on va afficher le genre dans le titre. Ballade, il y en a plein. J'ai un balade de Christine de Pisan là qui traîne là, qu'il faudrait que je lise. C'est vraiment très beau, c'est chez Lurnure. Qui est notamment l'éditeur de Mylène Tournier, c'est vraiment bien. Et c'est un très très bel éditeur, c'est un très beau travail. Après c'est moi qui ai des piles à livres à lire, monumentales, c'est-à-dire qu'elles envahissent le canapé, qui n'est déjà pas très grand. Et donc le gang de filles. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait on va suivre un personnage qui est le personnage de Maddie Wurtz, je crois. Wirtz. J'ai oublié son nom. Alors il y a une adaptation de film, je pense que je vais le regarder ce soir, mais là je l'ai pas vu. Donc on va suivre en tout cas Maddie Wurtz, une jeune fille, avec quelque chose d'un peu étonnant, c'est-à-dire qu'elle est à la fois un personnage et la narratrice, mais la narration elle est un peu... Elle se déporte, ça je vais en reparler. Qui est fascinée par une jeune fille qui est surnommée Legs, dont le prénom est Margaret, mais son prénom compte assez peu. Alors on est dans une petite ville, Hammond, donc de l'état de New York. Moi je suis pas très bonne en géographie américaine, ni tout court. Et cette jeune femme, Legs, enfin d'abord jeune fille, et puis même, on commence tôt quoi. Legs va avoir un attrait, un certain charisme sur ses camarades, ce qui l'a conduit à un moment à fonder, non pas une bande ou un groupe de filles comme le Bande de filles, le film, dont moi j'ai pas été fan, mais véritablement un gang. Alors ça amène à tout un type de littérature, la littérature du gang. Là je pense que on est complètement déporté. Joyce Carol Oates, là j'ai un peu relu rapidement son Wikipédia, appuie sous le pseudonyme de Rosamond Smith. Alors là c'est des lectures que ma mère a beaucoup aimées, écrire notamment pas mal de polars, et faire des romans assez noirs, et là je vais le dire dans tous les sens. On va pas dire qu'il y a beaucoup de policiers, mais il y a une ambiance, quoi. Alors, c'est sûr, si vous aimez les narrations fluides, complètement claires, et la morale, ou alors que vous avez besoin d'une morale très clairement instituée et dégagée, ce roman n'est pas fait pour vous. On va revenir aussi sur cette question de la morale, donc de l'axiologie dans le texte. La mise en place d'un système de valeurs. La valeur, c'est pas facile. Donc on est sur ça, et on va avoir comme ça des étapes. On a l'impression d'une continuité en même temps de flash, au niveau de la narration d'épisodes, parce que donc Maddie est une amie très proche de Legs,
Et elle est surtout fascinée, mais Legs va fonder un gang avec donc tatouage, pacte de sang, et elles ont l'air d'avoir 10-12 ans. Donc elles ont déjà vécu des choses ensemble, mais ce n'est pas une bande d'amis. C'est vraiment un gang avec des rituels d'entrée et une fidélité, j'ai envie de dire, jusqu'à la mort. Absolue. Et ce gang s'appelle Foxfire, ce qui est donc le titre américain. C'est le titre du film qui adapte le roman. Donc moi ça fait partie des raisons pour lesquelles je l'ai choisi à la place de Blonde, et puis en me disant c'est pas mal d'en lire un autre pour voir, parce que alors il paraît que Blonde est un peu à part en plus dans sa bibliographie, mais bon, moi j'aimais bien l'idée que ça parle de filles qui grandissent et qui grandissent un peu en marge. Bon, globalement, toutes les filles, elles ont quelque chose qui les fracture. Elles sont plutôt pauvres. Elles viennent de familles, on va dire, monoparentales. Elles sont maltraitées. Enfin, les choses vont pas très bien. Et elles sont la cible de moqueries, souvent, quelques-unes d'entre elles, mais aussi de violences sexuelles. Donc, trigger warning et spoiler, ça va commencer avec Maddie. Ça, c'est un passage que je vais essayer de retrouver et de lire parce que je le trouve vraiment important. Mais un oncle un peu lointain de Maddie, et c'est de la tripotée, quoi. Une autre, je crois que c'est Rita, est constamment moquée, mais en plus tripotée par le prof de maths. Et elle. Voilà, il y a ça qui va vraiment jouer. Que va-t-il se passer? Bon, ben là, si vous voulez pas de spoiler, c'est le moment d'arrêter, hein, parce que là, j'entre vraiment dans l'histoire. Donc, le gang se forme, a de nouvelles recrues, et Legs a un tempérament particulièrement véhément, virulent, mais aussi charismatique. Je dis pas violent, mais il y a quelque chose où on comprend qu'il est un gang de filles, même si elles n'en parlent pas. Alors on est dans les années 50. Hein. Ce gang de filles, d'abord est moqué puis fait peur. Et les gangs de garçons, de la même... je pense que pour ça, il faut un peu imaginer quelque chose, alors sans la musique évidemment, mais proche de... Oh, j'ai l'affiche en tête, avec la musique de Bernstein, le Roméo et Juliette, j'ai envie de dire The Mood for Love, mais évidemment ça n'a strictement rien à voir. West Side Story, sur les gangs. Quelque chose de... c'est pas du gang qui est de la mafia. Voilà. Alors après, elle fume quand même des joints, hein, mais elles ne font pas de trafic, par exemple. En fait, c'est une forme de solidarité féminine assez vénère. Et qui peut donner des choses très troubles comme de l'empowerment, pour peu que ça existe, en tout cas son illusion, de la jubilation, très clairement, ça je vais en reparler, je pense, de l'effroi, et c'est là où justement les bornes morales vont être troubles. Alors, un jour où l'une d'elles qui les rejoint et qui est, je pense que c'est important aussi, mais exceptionnellement belle. En fait, la beauté de certaines de ces filles est très soulignée, mais pour ce qu'elle va avoir de charismatique, et aussi pour ce que ça va amener d'emmerde avec les hommes de tout âge. Sur donc très jeunes filles et ensuite très jeunes femmes. Il y a toute une embrouille avec un autre gang de garçons autour de cette jeune fille très belle. Legs sort un couteau, les choses se passent mal, elle s'enfuit avec une autre amie, enfin elle s'enfuit, elle part après avoir fait peur, parce que ça se passe quand même dans la cour du lycée, quoi, tout ça. Et il y a un petit côté grise en plus grisant, justement, là aussi sur les bandes. C'est beaucoup plus intéressant que ce genre de comédie.
Et elle... pourtant, moi, j'aime bien, hein, c'est kitsch, mais c'est kitsch, quoi. Et elle vole une voiture, finit en maison de correction. Et en sortant de la maison de correction, donc c'est un moment qui est très dur, qui est littérairement magnifique, mais qui est très dur, elle, elle renoue la bande, le gang, arrive à lancer le projet d'achat ou du moins d'installation dans une maison. Et spoiler absolu, hein, là je raconte vraiment à la fin ce que j'ai lu tout à l'heure dans le train. Elle finit par développer le projet, élaborer le projet de kidnapper un homme très riche pour obtenir une rançon qui les mettrait toutes à l'abri. Et les choses se passent mal, évidemment. Je vais lire un peu et après je reviendrai peut-être sur le Confession si je retrouve le passage, bien sûr. Alors, et avec plein de personnages secondaires, des rencontres, des choses très très... Voilà. Alors, on a d'abord donc Maddie Wirtz qui essaie d'acheter une machine à écrire à son oncle qui était en train de la jeter. Et à chaque fois qu'elle revient, et c'est absolument immonde, donc l'oncle refuse de la lui donner, mais il veut bien la lui vendre. Mais c'est cher. Alors, elle finit par trouver l'argent, et quand elle revient, il veut plus. Ou autre chose qu'on a compris. Et elle... Et là, donc, le gang est déjà formé, hein. Pour récupérer donc cette machine à écrire, cette vieille Underwood, que l'oncle refuse de vendre de façon honnête. Et on a un moment, donc, Maddie raconte, je vais lire un passage assez long, comme ça on se rendra bien compte. Alors, où est-ce que je commence? Parce que je suis pas sûre d'avoir envie de lire ça. Sans blague, je suis page 103. Wimpy Wirtz, mais c'est pas ton oncle. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis lavé les mains. Oh mon Dieu, mais son truc, tu l'as pas touché. Il a pas ouvert sa braguette, il a pas eu le temps. Tant que t'as pas touché son truc, non, oh non, certainement pas. Maddie a du mal à regarder Legs en face. Elle craint son dégoût, son mépris. Elle redoute le regard sans indulgence de son ami. Un regard chaste. Mais Legs compatit. Elle est, semble-t-il, presque aussi bouleversée que les Maddie. En relatant l'épisode, cette dernière a considérablement minimisé sa propre prestation. Comment a-t-elle pu se montrer aussi naïve, aussi puérément confiante, aussi optimiste? Quelle gourde elle est d'avoir laissé Wimpy Wirtz refermer ses gros doigts brûlants sur les siens. Pour commencer, dit Legs d'un ton pensif, cet homme est un capitaliste, l'enfoiré. Un capitaliste? Il recherche le profit en vendant des marchandises au-dessus de leur valeur. Maddie se souvient des paroles du père Thériault, ainsi que du mépris qui les sous-tendait, mais elle voit mal comment elles sont applicables dans le cas présent. Elle répond avec quelque hésitation. Mais il est bien obligé de faire un peu de profit, non? Autrement, il ne pourrait pas payer son loyer, acheter à manger, ou... Comment? Tu le défends, ce vicieux? Je sais ce qu'il est. Un pervers, comme Bettinger. Maddie la regarde avec consternation. Alors là, je m'arrête. En fait, Rita avait déjà été harcelée par Bettinger, le prof de maths. Je crois que c'est un prof de maths. Et elles ont réussi à le chasser en écrivant sur sa voiture. Et le scandale a été tel qu'il a quitté la ville. Une bouffée de chaleur l'envahit. Mais moi, je suis pas Rita, dit-elle. Depuis un moment, Legs fait les 100 pas, cognant la paume de sa main gauche de son poing droit. Quel air farouche elle a dans ses habits de garçon, chemise écossaise à manches longues, jean, basket noire portée sans chaussettes. Quelle autorité quand la passion l'enflamme. Ses beaux cheveux cendrés, emmêlés, hérissés, retombent en désordre sur ses épaules, et la cicatrice qu'elle a en faucille au menton se détache, absolument blanche, sur une peau pourtant pâle. Elle jette à Maddie un regard apitoyé, accompagné d'un geste dédaigneux, et dit «
Oh, m'a dit Monkey, merde, on est toutes des Rita. Foxfire se réunit donc. Une assemblée convoquée d'urgence se tient dans un des lieux secrets de Legs, le dernier étage d'un entrepôt désaffecté de Pitt Street dominant le fleuve. Goldie, en serrant les poings, dit « Allons la chercher, parlons de l'Underwood. » Que m'a dit convoite au point d'en faire une fixation, la machine à écrire devenant l'objet dont Foxfire a été frauduleusement, scandaleusement dépossédée. Lana, croisant frileusement les bras sur ses épaules, frissonne et dit « Ah non, moi je l'approche pas, hein. Il me fait peur, ce Wimpy Wirtz. Je tente pardon, un allemand élevé, hein. Avec sa façon de me regarder. Un jour, j'étais encore une gamine. Il m'a fait un clin d'œil, tu vois? Et j'étais si gourde que je crois que je suis restée plantée là à lui sourire. Tu vois? Et ce salaud a roulé des yeux comme s'il se payait ma tête. Depuis, il me flanque la trouille. On dirait qu'il le sait, qu'il sait que vous le regardez aussi, que vous savez tous deux ce qui traverse son ignoble cervelle. Et vous vous sentez alors... Lana parle vite, elle bégaye presque. Son œil gauche, indocile, échappe à son contrôle. S'allie à fond, cœur et tripes. Rita frissonne également, non de peur, mais d'excitation. Ses yeux lancent des éclairs. Elle dit courageusement « Allons chercher la machine chez lui. Allons tuer ce fils de pute. » Une pause. Puis Leg lui dit « Fireball, mon ange. Voilà une bonne idée. » Et les autres de rire, un peu estomaqués que ce soit Rita O'Hagan qui ait prononcé ces mots. O'Hagan. Je suis pas bonne en nom irlandais. Hein. Pourtant, depuis que Foxfire est entré dans sa vie, Rita a changé. Visiblement changé. Toujours la bouboule potelée au sein et aux fesses ballottantes, mais pas grosse. Toujours plus petite pour son âge que la plupart des filles et des garçons du voisinage, mais pas petite. Moins paralysée de timidité, moins humble. Même le plus injurieux des garçons ne se serait plus risqué à la traiter d'andouille ou de mongolienne. Red et Fireball sont ses noms de gang. L'un et l'autre la rendent folle de joie. Ils sont une caresse à ses oreilles, quelque chose de neuf et de stupéfiant survenu dans sa vie. Voyant la surprise de ses sœurs, Rita s'écrie, martelant ses genoux de ses poings. « Oh allez, faisons-le, tuons-les tous !» Elle rit. Même une Maddie malade de honte. Elle rit. Tout Foxfire, à chaque fois son capital, rit. D'un rire sauvage incandescent. Elle est délivrée de la détresse que lui a occasionnée cet homme en la touchant. Bon sang, penser qu'elle-même ait pu le toucher, comme si cette détresse n'avait jamais existé. Wirt's confection pour hommes dans Seneca Street, le lundi en fin d'après-midi, vers l'heure de la fermeture. Wimpy Wirtz paraît sous son auvent en fumant un cigare et se plaignant de la chaleur à son voisin immédiat, le boucher de Gunter Meads. 2 gros tas de viande à la tête plutôt petite, au visage charnu et aux yeux inquiets. Amis parce que voisins, ou sinon vraiment amis, du moins vieille connaissance, des confrères, non des concurrents. Wimpy Wirtz, avec sa chemise blanche amidonnée, sa cravate et son pantalon bien ajusté, souffre manifestement de la chaleur. Il s'essuie constamment le front et la nuque. Avec un mouchoir humide, il jure, il est mécontent. Il est presque 5 heures et il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. C'est à cause du temps, déplore-t-il, de cette atmosphère humide, lourde, léthargique, qui pèse sur la ville, et que ne trouble presque aucune brise fluviale. De fait, le fleuve dégage une odeur saumâtre d'ordures qui flotte, de poissons en putréfaction, d'égouts non traités. Nom de Dieu, c'est comme si on vivait dans un quartier de négros, observe Wimpy, je suis désolée. Et son ami le boucher est plutôt d'accord. Ça nous rappelle qu'il y a une géographie de la race. En France aussi. Le boucher retourne fermer son magasin. Wimpy reste sous son auvent, tirant sur son cigare avec humeur. Ses sourcils froncés donnent au passant l'impression qu'il réfléchit intensément. Oui, mais à quoi? Debout, se balançant légèrement, battant rapidement des paupières, renfrogné et suant. Peut-être songe-t-il au vieux Harry Truman, qui a donné l'ordre de lancer une bombe A sur les Japs, et au plaisir que cela a dû lui procurer. Comme il aurait aimé donner lui-même cet ordre, ou peut-être pousser le bouton, ou faire ce qu'on fait dans ce cas. On actionne une manette, et la bombe glisse de l'avion, grand aigle brillant qui pond ses œufs en vol. Bon Dieu, oui. Sauf que ce vieux Harry a commencé trop tard et cessé trop tôt. Toujours est-il que,
Quoi qu'on fasse de sa vie par la suite, on peut toujours repenser à ces putains de bombes A et se dire « Au moins j'ai fait ça, et plus personne ne peut le défaire. » Perdu dans ses rêveries au cigare, Wimpy Wirtz voit soudain Maddie Wirtz surgir de nulle part, traverser la rue et se diriger vers lui. Une Maddie de 14 ans, fagotée comme l'as de pique dans ses vêtements d'été, t-shirt informe, short kaki trop grand, sandales à lanière de caoutchouc provenant de soldes en tas sur le trottoir, devant le Woolworths du quartier résidentiel de la ville. C'est une petite créature maigrichonne, à la poitrine plate, aux yeux habituellement sombres et vigilants qui brillent aujourd'hui d'innocence. Elle a la démarche bondissante d'une enfant, et sa voix résonne d'une allégresse que, sur le moment, Wimpy a du mal à déchiffrer. Sa vue suscite en lui une bouffée de culpabilité, mais, plus encore, une brusque tension dans le bas-ventre. Saisissant entre le pouce et l'index son cigare, toujours serré entre ses dents, il se réveille, soudain alerte. Au garde à vous. « Oh, oncle Wimpy, j'ai l'argent, les 8 $ !» s'écrie Maddie en courant vers lui. « Arrête de m'appeler Wimpy, bon sang. Mon prénom est Walt, dit-il en regardant cette gamine qu'il ne comprend pas, mais qui est revenue et Dieu sait qu'il ne s'y attendait pas. Walt, oncle Walt, ça va comme ça, dit-elle en pouffant de rire. Wimpy a des visages, l'air mauvais. Il se demande en vain ce qu'elle pense. A-t-elle oublié au juste ce qui s'est passé entre eux? Ou n'a-t-elle pas oublié et est-elle revenue parce qu'elle en redemande? Est-elle revenue pour conclure un marché? Méfiant, il gonfle la joue, mimant la perplexité. Mais ma puce, je te l'ai déjà dit, non? Tu pourras avoir la machine pour rien. Peut-être. Vous avez dit 8 $, embarqué, c'est payé. Elle serre l'argent dans sa main qu'elle ouvre pour lui montrer, fièrement, et quelque peu nerveusement, 2 billets froissés de 1 $ et le reste en pièces. Ça fait pas mal de pièces. C'est une des choses que j'ai dites, mais j'en ai dit aussi une autre, dit Wimpy en souriant, car il lui apparaît que les règles du jeu ont été complètement renégociées. Ils sont repartis de zéro, et maintenant, c'est lui qui décide. Il jette son cigare dans le caniveau en marmonnant. Bon, voyons, cette foutue carcasse prend de la place dans mon bureau. Quelqu'un a intérêt à se grouiller de l'acheter. Pourquoi pas toi? Wimpy Wirtz conduit donc Maddie à l'intérieur du magasin. Il est un peu égaré, pas du tout sur ses gardes. Il lui reste assez de présence d'esprit pour noter qu'aussi loin que son regard se porte, personne dans la rue ne les observe, et pour verrouiller la porte et suspendre la pancarte fermée. Remontant son pantalon, il dit, sur un ton de remontrance, à demi-fin, comme s'ils avaient déjà discuté de cela, « Walton Wirtz ne revient jamais sur ce qu'il a dit. » À l'arrière du magasin, dans ce cagibi mal éclairé qu'est son bureau, l'Underwood est toujours par terre, au milieu des flocons de poussière, exactement comme elle était le samedi. Rien ne semble avoir changé. Se déplaçant de cette façon curieusement furtive qu'ont les gros, Wimpy va vers la fenêtre et tire le store d'un coup sec, le descendant jusqu'à la lisière, et même un peu plus. Il ferme la porte. Il y a maintenant 2 portes fermées entre lui et la rue. Il dit, ou plutôt il marmonne vaguement, pour meubler le silence, « Ouais, il y a encore des gars qui ne reviennent pas sur ce qu'ils ont dit. Quoi qu'ils aient dit. » Maddie est accroupie devant la machine à écrire, sa machine à écrire, comme devant un jouet fabuleux. Cette machine lourde et vieillotte, c'est la sienne. Oublieux semble-t-il de Wimpy Wirtz qui, penché sur elle, regarde son dos étroit, la petite vertèbre délicate qui pointe sous le mince tissu blanc de son t-shirt, et ses fesses, si petites, si lisses, si parfaites, 2 melons qui tiendraient dans la main, se dessinant sous le short kaki. Il se penche encore et lui demande « Au fait, quel âge as-tu » ? « L'âge qu'il faut, répond-elle sans lever les yeux, s'activant avec les bobines du ruban. « Ah oui? Pourquoi ?»« Pour taper à la machine. »« Taper à la machine ?» Wimpy rit nerveusement, mais Maddie ne partage pas son hilarité. Elle est si sérieuse, clouée là devant ce foutu engin, qu'il commence à se demander si elle n'est pas un peu simple d'esprit, un tout petit peu cinglée. Ce qui ne le gêne absolument pas, oh, pas le moins du monde. Inutile de perdre ton temps avec ça, ma puce. Je te garantis qu'elle marche, tu peux en être sûr. Elle a peut-être besoin d'un peu de graisse, ou d'un nouveau ruban, ou de je ne sais quoi. J'arrangerai ça pour toi, d'accord? N'importe quoi si nous deux, on se comprend. D'accord? Maddie lève les yeux et le regarde d'un air interrogateur. Elle semble perplexe, remplie d'espoir.
Il dit « Alors ma puce, tu veux payer cash ou tu veux l'avoir pour rien? Parce que cash, c'est 10 $, mais rien, c'est rien. » Quoi? 10 $? Mais... Oui, mais rien, c'est rien. Vous aviez dit 8 $. Vous aviez promis. Ça, c'était samedi. Aujourd'hui, on est lundi. Dans notre type d'économie à croissance rapide, les prix montent vite. Il y a l'inflation, il y a les intérêts. Une authentique Underwood modèle de bureau à 10 $, c'est une affaire. Il marque un temps. Prend l'air matois, langue pointée au coin des lèvres. Bien sûr, ne rien payer est encore une meilleure affaire. J'ai pas raison. Je n'ai que 8 $, Oh, pour l'amour du ciel, ma puce, arrête de faire l'idiote. Puisque tu es ici, autant embarquer cette foutue machine pour rien. Durant tout ce temps, Wimpy bourre Maddie de petits coups de genoux. Il commence à s'impatienter, mais il sourit. Son expression est presque gentille. Lentement, il défait son pantalon. Très lentement. Il ouvre la fermeture éclair de sa braguette en murmurant de façon on ne peut plus raisonnable. « Tu seras prévenante avec moi. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Contente-toi d'être, tu sais, prévenante. Tu vas voir ce que tu vas voir, chérie, d'accord? Je crois que nous nous comprenons, hein ?» Maddie, accroupie devant lui, le regarde en grimaçant un peu, ses lèvres pâles, étirées et dégageant ses dents. On dirait presque qu'elle lui sourit. Avec un petit soupir qui ressemble à un gémissement, il sort de son pantalon une saucisse rouge vif, une horrible chose sillonnée de veines, gonflée de sang, qui lui montre avec fierté, comme un prix qu'il aurait gagné, haussant sur la pointe des pieds le poids de son gros corps tressautant, les pupilles noires et dilatées, et elle chuchote « Allez, chérie, assez de gaminerie. Toi et moi savons pourquoi tu es là. »« Ah oui? Vous le savez ?» s'écrie Maddie. Elle saute sur ses pieds, tire brusquement sur le store qui, libéré, vole au plafond, crie quelque chose et aussitôt les filles, qui attendaient dans la ruelle, mènent leur assaut comme prévu. Elles sont munies d'une planche qu'elles utilisent comme bélier. En quelques secondes, la vitre est brisée. Des éclats de verre jaillissent de tous côtés. C'est l'explosion, c'est la fête. Les sœurs de Foxfire, impatientes d'attaquer, se bousculent sur le montant de la fenêtre comme des chiots. Lex, Goldie, Lana, l'ardente petite Fireball aux yeux de braise et Maddie qui se joint à elle. 5 filles qui bondissent sur un Wimpy Wirt, pétrifiées de stupéfaction et d'incrédulité, bouche ouverte, braguette ouverte et pénis exposé, grosse trique dressée qui déjà retombe, flasque. Elles sont sur lui. Maddie aurait du mal à dire combien de temps a duré cette échauffourée qu'elle a consignée aussi véridiquement que possible dans le carnet de bord de Foxfire. Probablement pas plus de 3 ou 4 minutes. Mais cela lui a semblé plus long. Ce qui est sûr, c'est qu'à un Wimpy Wirt se débattant au sol comme un gros poisson échoué sur le sable, cela a dû sembler une éternité. Foxfire se venge! Foxfire ne regrette jamais en capitale. On continue, on change de paragraphe. Elle le bourre de coups de poing, elle déchire ses vêtements et sa chair, elle le roue de coups de pied. Il y a un moment au début où Maddie Wirt, elle-même frénétique et essoufflée, tente faiblement d'arracher Wimpy Wirt aux mains des autres, craignant soudain qu'il soit pris d'une crise cardiaque. Mais ses sœurs, à juste titre, l'ignorent. On entend de petits cris, des glapissements aigus, une confusion de gloussements sauvages et le rire de hyène de boum boum la baraquée qui, à califourchon sur un Wimpy au pantalon baissé, rebondit sur son ventre rembourré en le giflant, le pinçant cruellement, le bourrant de coups de poing. « Debout, gros lard! Debout, connard !» Tandis que Legs, transporté de bonheur, les yeux étincelants, le saisit par les cheveux et lui cogne rythmiquement la tête sur le plancher. Bang, bang, bang! Donc le Wimpy se déplume, mais par coquetterie, il se laisse pousser les cheveux sur la nuque et les rabat sur le sommet du crâne. Il en reste bien assez à Legs pour avoir prise. Lana, la plus calme de toutes, s'est quand même cassé plusieurs ongles manucurés. D'abord en déchirant la chemise de Wimpy, puis en les enfonçant dans sa poitrine nue, luisante et grasse. Elle sourit, elle est pleinement heureuse et ses 2 yeux sont parfaitement dans l'axe. Mais la plus déchaînée de toutes, c'est Fireball, dont la tignasse rousse bouclée semble vivante d'électricité statique. Bien que son visage soit moite et pâle, elle est possédée d'une frénésie qui lui permet de dépouiller complètement Wimpy de son pantalon, puis de son caleçon, qu'elle tire par saccades sur ses cuisses nues qui gigotent, sur ses genoux, ses chevilles et enfin ses pieds. Animée d'une rage maniaque, elle lui rend les coups qu'il lui donne ou essaie de lui donner pour tenter de se protéger, mais on ne se protège pas contre Foxfire. Pauvre oncle Wimpy, il doit vraiment craindre d'être surpris, car il ne hurle pas à l'aide. De fait, il ne hurle pas du tout. Il se contente de gémir,
d'implorer d'un ton étranglé. « Les filles, non! Arrêtez, s'il vous plaît, les filles, non! C'est nous que tu appelles les filles, vieux libidineux! Espèce de vieux dégueulasse, qu'est-ce que t'en sais ?» Voilà, si Lana, la tigresse, qui essaie là où elle le peut, et quand elle le peut, de griffer la chair nue, faisant gicler le sang en abondance. Voici Fireball O'Hagan, la rouquine, d'humeur malicieuse qui martèle et tord la peau des grosses cuisses de l'homme, son ventre et ses organes génitaux comme on pétrit du pain. Voici Boum Boum, la plus extravagante, qui hurle de joie en se dressant le plus haut possible pour retomber le plus fort possible de tout son poids sur la poitrine de l'homme qui, le souffle totalement coupé et les yeux roulant dans les orbites, gémit « Oh, oh !» Soudain, il cesse de résister. Il ne lutte plus. Il ne se débat plus. Il n'est pourtant pas mort. Il respire encore, mais sur un rythme irrégulier. Il expire difficilement, dans un bruit de soufflerie, en jugé par le son bizarre, nasillard et mouillé, qui sort de ses narines. Il doit avoir le nez cassé. Du moins son nez saigne, son sang gicle partout sur lui, sur les bras et les jambes nues de ses assaillantes, trempant leurs vêtements. Maddy, à présent sérieusement inquiète, supplie ses sœurs d'arrêter. Après tout, elles ne veulent pas sa mort, n'est-ce pas? À regret, elles l'abandonnent. Un dernier et cruel coup de pied de Fireball à son pénis ratatiné, et la souhait terminée. « Bon, ça suffit, » déclare Legs, repoussant des deux mains les cheveux qui lui retombent sur le visage. Elle sourit à ses sœurs au-dessus du corps inerte de l'oncle Wimpy. « C'est mal de s'acharner sur quelqu'un au tapis. Vous savez, une fois qu'il est éliminé. » Boum Boum, dans toute sa gloire, rit en essuyant, avec la chemise déchirée de l'homme, le sang dont ses mains sont pleines. C'est elle qui, sans l'aide de ses sœurs, soulève et emporte leur trophée, la machine à écrire Underwood. Maddy aussi a son moment de triomphe. Dommage que l'oncle Wimpy, inconscient, n'y assiste pas. Prenant l'argent posé sur le bureau, les pièces d'$1 et les pièces toutillées, il ne manque pas un sou aux $8, elle le laisse tomber, avec un peu de cabotinage, sur la poitrine nue et griffée de Wimpy. Embarqué, c'est payé. Voilà donc comment Maddy Wirtz a acquis son Underwood et pourquoi les confections de Foxfire ont été officieusement, méticuleusement tapées à la machine. Alors c'était un peu long et bien sûr je ne vais pas tout reprendre en détail parce que là c'est trop long, mais c'est un passage qui est assez central. Alors on a déjà eu une scène de vengeance mais qui apparaissait plus comme une autodéfense. Là finalement on peut se dire, le prof de maths, Buttinger, il n'aurait pas arrêté d'embêter Rita. Mais l'oncle Wimpy, il suffisait de ne pas le voir. C'est là que ça devient intéressant. Et en même temps, donc là on va vraiment parler de la morale, après on parlera du document. Et en même temps, on se rappelle le malaise de Maddy, et au début de notre extrait, comment Maddy, eh bien, une fois qu'elle a raconté à ses copines de gang, ses co-gangstas, on dirait, comment elle a alors, qu'est-ce que c'était là Voilà, c'était page 106, et donc j'ai été jusqu'à la page 116. Elle est délivrée de la détresse que lui a occasionné cet homme en la touchant. Bon sang, penser qu'elle-même ait pu le toucher, comme si cette détresse n'avait jamais existé. Donc en fait, l'existence même du gang va permettre quelque chose de l'ordre d'une réparation ou d'un soin, qui va être ensuite, qui va être suivi de cet assaut. Ce n'est pas l'assaut qui répare Maddy. C'est ça qui est intéressant. Alors, ça, ce sont des choses dont j'avais pu discuter en parlant du roman Les Orageuses de Marcia, le nom va plus me revenir, mais il y avait une vidéo. Donc, sur cette question donc, de ce qui est, en fait, ici, très clairement une vengeance, mais qui, en même temps, permet à l'oncle Wimpy de tenir la parole qu'il avait tenue. Vendre, probablement déjà bien trop cher, cette machine à écrire à Underwood, à celle qui en plus est sa nièce. Et une nièce qui le craint puisqu'il est plus riche qu'elle et que sa famille. Donc moralement déjà, en fait, rien que ce moment pose problème, puisque Maddy va mieux, et on voit bien qu'il y a une forme d'excitation et de jubilation absolue de ses filles. Mais cette excitation, cette jubilation, elle vient des violences précédemment subies, et elle ne se contente pas d'évacuer la détresse. Elle va chercher, elle va permettre
de renforcer ces jeunes filles. Je ne suis pas du tout en train de les défendre, hein. Je montre comment ça se construit dans le bouquin, en leur donnant une force qu'elles n'avaient pas. Et ça, on le voit avec notamment tout ce moment très important sur le personnage de Rita et son évolution depuis qu'elle a rejoint le gang et que le gang l'a défendue, du prof de maths Buttinger. Je crois que c'est des maths. Elle gagne en force, et une force qui la défend, puisque plus personne n'ose se moquer d'elle. Elle n'a pas l'air d'avoir changé, et pourtant, elle est à l'abri. Alors ça, au niveau de la psycho pure, apparemment, moi je ne fais pas de la psycho, hein, mais les victimes seraient repérables par les gens qui cherchent des victimes, donc des prédateurs. Et ça explique aussi pourquoi l'âge médian des violences sexuelles est aussi bas, pourquoi les femmes handicapées sont les premières statistiquement victimes de violences. C'est la vulnérabilité qui n'entraîne pas la violence, mais qui est cible des violences parce que c'est une occasion, d'abord. Et c'est aussi pour cela que ce qu'on appelle beauté, en fait, signifie souvent adolescence. Parce que l'adolescence, c'est une période de vulnérabilité. Ce que font ces filles, c'est d'être d'abord confrontées à ces violences de classe sociale, etc. Et elles-mêmes en exercent. Et des violences injustes, parce qu'elles sont quand même globalement racistes. Ça, on va le voir, c'est quelque chose qui est mentionné à plusieurs reprises dans le roman. Je vais peut-être pas revenir là-dessus. Hein. Wimpy Vert, c'est complètement raciste. Elles sont racistes bon ton. Mais en tout cas, elles refusent. L'ex veut intégrer plus tard des filles noires à leur soirée et au gang. Et les autres filles du gang le refusent. Par racisme. Donc Joyce Carol Oates, elle montre quelque chose qui est un groupe de filles qui est particulièrement ambivalent. D'un point de vue, on va dire, moral. Et cette moralité, là, on le voit très bien. Ce n'est pas l'assaut qui répare Maddie, elle est déjà réparée, en tout cas la détresse évacuée à ce moment-là. Mais elle gagne quand même aussi quelque chose de plus, qui est un genre de protection par la force que lui donne cet assaut. Et ça, c'est déjà ambivalent. Avec une morale qui a l'air d'être sauve, puisqu'elles ne s'acharnent pas, ou en tout cas elles disent qu'elles ne vont plus s'acharner, quand elles se sont déjà acharnées, au point qu'ils soient inconscients. Et où ce type, ce personnage masculin, n'est pas, alors qui n'est pas emblématique des hommes, hein, c'est un personnage singulier. Il n'y a pas un mec qui représente tous les hommes. À chaque fois, on a des personnages masculins qui sont individualisés, on n'a pas de type, en fait, sans jeu de mots, dans ce roman. Mais ça... Et on n'a pas ne tombe pas la grosse théorie féministe. On va pas trouver le mot misandrie. Il n'y a pas le mot féminisme là-dedans. Non, c'est une histoire qui est racontée. Et ce type est, on le voit sur le peu de passages qu'il y a déjà, résolument dégueulasse. On le voit notamment par le discours indirect libre, par son discours de pensée. Et cette mention de la bombe qu'il aurait bien aimé jeter lui-même, lâcher lui-même, larguer lui-même. Donc, le renversement, inattendu, la surprise, et en plus, on avait une annonce de volonté de meurtre, et finalement, on a qu'un molestage, restriction, hein, entre guillemets, pouvait effrayer, et finalement, on peut se dire, ah, c'est bon, elle s'arrête, et on est soulagé. Ça peut amener une tension morale selon là où on se situe, et moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce roman, c'est que cette tension morale, elle est permanente. Sur le fait que, et c'est souvent le cas en fait, quand on réfléchit avec les films de gangsters, mais, alors je connais plus les films que les livres, mais quand on va voir, je sais pas, Le Parrain, Les Sopranos, on a énormément d'empathie pour des hommes qui sont des ordures. Et on a l'impression qu'ils sont rattrapés par leur code d'honneur. Je trouve que Joyce Carol Oates, en ne prenant pas des ordures pour héros, déjà n'entre pas dans l'écueil d'une empathie complexe, parce qu'en fait on a de bien meilleures raisons d'avoir de l'empathie avec ces jeunes filles. Mais en plus, elle entretient cette ambivalence morale ou cette ambiguïté morale permanente. Et ça, on voit bien quelles sont les valeurs de ce gang et sa cohésion. Mais ça ne va pas fonctionner complètement. Alors, je l'ai déjà dit, et là, ça va devenir intéressant, c'est Maddie qui est la narratrice et que l'on va suivre principalement. Et justement, en fait, elle va quitter le gang avant le kidnapping et justement
parce qu'elle a peur et qu'elle est présentée à plusieurs reprises comme différente, et elle va être plus en retrait dans ce gang. Et ça, c'est important parce que ça va permettre d'entretenir cette tension morale qui, moi, m'intéresse vraiment et qui me semble particulièrement intéressante, parce qu'en plus, bah, ça fait mal au ventre. C'est-à-dire que là, ça crée des expériences de lecture qui sont corporelles quand on va lire ça. J'ai vraiment ressenti, comme en lisant Dirty Weekend, une forme de jubilation à ce moment-là. Mais dans le même temps, cette jubilation, je ne peux pas dire qu'elle ait été, pure. Et c'est là où je l'ai trouvée intéressante. C'est-à-dire que quand on a envie de faire ça, c'est aussi parce qu'on a envie de le faire, parce que ça va transgresser. Et on ne sait plus si cette envie de transgression, par la violence ici, par la vengeance, parce que là, est-ce qu'on est à un niveau de justice ou de vengeance? Je ne parle même pas de l'institution juridique, qui pour le coup n'est absolument pas sollicitée, mais aurait-elle été écoutée? C'est même pas la question. Mais elle se retrouve dans quelque chose où on est au-delà de la protection, mais ça va permettre ce renforcement comme déjà dit. On n'est pas juste sur la justice, on est sur la vengeance. Et que ça, les insultes le disent par exemple. Mais cette vengeance, elle fait du bien à lire, un bien qui trouble. C'est là que c'est très très fort, comme dans Dirty Weekend, mais je trouve que c'est plus ambivalent. Alors Dirty Weekend est beaucoup plus violent, et le roman Dirty Weekend, il force la lectrice ou le lecteur, et là je pense que le genre de la personne qui lit peut vraiment jouer, mais son passé, et sa capacité d'empathie. Mais il y a une espèce de jubilation qui va avec peut-être une forme de cabotinage de la voie narrative dans Dirty Weekend, et où on sait que de toute façon on a franchi, donc on va au bout. Là, on est tout le temps dans cette tension du franchissement. Et ce franchissement, c'est le franchissement de l'interdit, on n'est pas censé frapper son tonton, mais c'est un franchissement donc juridique, mais c'est aussi le franchissement de l'ordre patriarcal. Et là, on voit bien que l'ordre patriarcal et l'ordre de ce que serait la justice, en tant que valeur, ne collent pas. Et donc c'est cette inadéquation des valeurs, on va dire des idéaux, et des grandes contraintes, qui rend l'idée d'une vengeance moralement possible. Je n'ai pas dit bonne, j'ai dit possible. Et c'est là que toute l'axiologisation du roman, ce brouillage des valeurs morales, est intéressant et force, je crois, à se questionner. Et est-ce qu'on a envie d'y être ou pas? Et donc, comme Maddie est à part, on est un peu plus à part que si on suivait plus Legs ou Rita, etc. Et donc ça, il y a un effet grand molne. Maddie va donc raconter le gang, et en particulier Legs, avec cette fascination. Donc ça, on est sur un personnage qui, pour le coup, est plus intradiégétique que dans le grand molne, mais il y a quelque chose de l'ordre de cette fascination qui est répétée. C'est Maddie qui écrit, et c'est aussi un passage qui est central, me semble-t-il, parce que c'est le moment où elle va récupérer la machine qui va lui permettre d'avoir des cahiers à partir desquels elle va livrer ses confessions, qui sont donc le récit que l'on a entre les mains. Donc on a quelque chose comme l'esquisse d'un found footage. Je dis bien esquisse parce que c'est un dispositif qui ne tient pas. On le voit avec le discours indirect libre de l'oncle Wimpy. Il n'y a aucun moyen de le savoir. C'est que ça ne peut être qu'une projection. Et savoir ce que se dit l'oncle Wimpy quand il regarde Maddie, ça n'est forcément qu'une projection. Et en fait, on le voit aussi avec le fait que Maddie passe, on a un brouillage pronominal, elle est mentionnée, un coup elle va parler à la première personne, un coup elle va être mentionnée à la troisième, donc elle sera le délocutée. La délocutée m'amuse beaucoup. Et ça, ce brouillage, c'est un genre de found footage, donc je rappelle, c'est une fiction de manuscrit trouvé, le found footage c'est normalement pour le cinéma, mais globalement, c'est une fiction qui est un peu tenue au début, qui revient de temps en temps, et qui à la fin, qui n'est pas très cohérente du point de vue de comment ça nous est arrivé, de ce qu'on appelle on a des critères de fictionnalisation qui montrent que ça ne peut pas être vrai, tel quel. Donc les discours indirects libres, l'accès aux pensées des personnages, etc. Même s'il n'y a pas accès à l'intériorité de tous les personnages, on sait des choses que Legs a vécues, par exemple, et qu'elle n'a pas racontées. Donc voilà. Du point de vue de cette fiction de manuscrit trouvé, ça ne marche pas.
Mais la fiction du manuscrit trouvé, elle va avoir un avantage qui est celui d'ancrer davantage d'ancrer davantage la narration et de permettre ainsi de ressentir une plus grande empathie pour les personnages par l'entremise de Maddy, et malgré tout on n'est pas confronté, donc on a à la fois un personnage support, relais à l'intérieur du livre, et notamment parce qu'il va porter des ambivalences. Je suppose que la plupart des lecteurs et des lectrices ne sont pas pour le fait de kidnapper des capitalistes, ou en tout cas que ça peut poser des questions morales, en plus de craintes juridiques. La question est entière et je la laisse à votre discrétion. En tout cas, moi j'ai des week-ends beaucoup plus calmes. Et ça va amener un brouillage narratif. Alors, plus d'empathie avec la première personne, mais aussi plus d'informations, et donc d'empathie aussi avec les autres personnages, avec les passages à la troisième personne, et ces informations qu'on n'aurait normalement pas dû avoir, parce que Maddy elle-même n'aurait pas dû les avoir. Et donc la fiction, c'est qu'il ne s'agit pas directement des cahiers, mais des cahiers à nouveau racontés, ce qui permet quand même d'avoir un récit plus intéressant que l'auraient été les seuls cahiers tenus comme des chroniques par une jeune fille de 14 ans qui tape avec une Underwood un peu bas de gamme. Donc on a des passages de ces cahiers dans le texte au moment où elle reçoit l'Underwood et où on a les débuts des chroniques, ça va suivre. Mais en même temps, ça fait qu'on va avoir quelque chose qui est là aussi pas mal brouillé au niveau de la temporalité dans ce roman. C'est un roman qui a une temporalité chronologique, mais dans le même temps, la succession des événements n'est pas toujours claire. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre l'enchaînement des actions parfois, et le temps qui peut se dérouler. Et ça colle très bien avec le titre, Confession. Donc on le voit sur le fait qu'on ait un personnage de narratrice interradiégétique, donc qui agit à l'intérieur de l'histoire, mais ça va aussi aller avec ce qui n'est pas du flux de conscience. On n'est pas chez Joyce. Enfin si, on est chez Joyce, mais pas de la même façon. Allez, encore une blague nulle et involontaire. Mais on n'est pas chez James Joyce avec le flux de conscience, mais on a quelque chose de l'ordre du rythme des souvenirs qui fait que, en regardant rapidement sur Babelio, globalement les lecteurs n'ont pas trouvé ça facile à lire. Et y a des moments où on ne sait plus tellement où on en est, parce qu'on a quelque chose, et ça c'est une chose dont j'avais parlé en discutant de l'Opoponax de Monique Wittig, on a quelque chose qui va vers une narration collective, évidemment puisque c'est un gang de filles, et ça va passer par différents procédés, comme beaucoup de polyphonie et donc de discours directement souvent rapportés, et parfois on ne sait même plus qui parle. Quand on a les passages en capitale, Foxfire gagne, etc., ce sont les slogans. Mais finalement, ils sont aussi ceux de la narratrice, et ça va amener un brouillage entre le temps de l'intrigue et le temps de la narration. Et le temps de la narration, on le situe réellement qu'à la fin du roman. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur une analepse totale. On commence et on arrive jusqu'au temps de l'énonciation. L'inverse, c'est l'analepse partielle. Je renvoie à Discours du récit de Gérard Genette dans Figure 3, qui est quelque part par là, et j'ai fait une vidéo, je ne mettrai absolument pas le lien, mais vous tapez Genette dans recherche et vous allez la retrouver. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui amène quelque chose d'assez étonnant, qui va à la fois être du côté d'un document authentifié, avec des choses vraies, des dates, et pour le reste, tout est flou. Alors c'est pas mis en avant le fait que ce soit flou, parce qu'on est directement dans le feu des événements et des actions. Ce qui fait que du point de vue de ce qu'on appelle l'empathie ou de la lecture immersive, on est à fond dedans. Enfin moi j'étais à fond dedans, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on ne comprend pas tout. J'imagine que ça se veut mimétique, en tout cas on peut l'interpréter comme ça, d'une certaine fougue adolescente, d'actions pas toujours claires. Quand on les reprend après, on ne sait plus dans quel ordre les choses se sont faites ou se sont pensées, et donc on a en plus des moments qui vont revenir là-dessus. Donc du point de vue de la narration, on est sur quelque chose qui est assez complexe. Et là, on le voit, ne serait-ce que dans ce passage-là, donc il nous amène à ça. Quand Maddy est décrite comme dans son action, on a bien une troisième personne, alors que normalement c'est Maddy adulte qui écrit. Mais elle écrit comme si elle n'était plus là. Et le fait que ce soit écrit par une narratrice impliquée explique aussi cette axiologisation, finalement, qui n'implique pas
l'autrice, la narratrice elle-même, se retrouve mise à distance. Boum, nouveau jeu de valeur. Bon, ça m'a vachement plu. Au niveau du féminisme, je dirais que ça pose bien plus de questions que ça n'en résout. Ça tombe bien, c'est comme ça que c'est intéressant. Et je suis pas capable de dire si c'est ou non un roman féministe. Je pense que c'est un roman qui peut plaire à pas mal de féministes. Je pense qu'on le lit bien au-delà. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu. Et je vous dis à bientôt.